bonsoir. Bonsoir. Alors je suis Tom, designer de produits et de services. Et moi je suis Paul Vivien, artiste numérique. Pour cette vidéo, on a décidé de vous présenter un projet de mapping analogique qui mixe en fait des techniques issues du numérique avec des méthodes traditionnelles. On va vous le décrire plus largement après. Et on est ici dans les grandes serres de Pantin en France et on est du coup en fait au pied de notre atelier et donc on va diffuser sur la façade de notre atelier. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu le projet qu'on a développé l'année dernière au festival La Part Belle, qui est du coup un prototype de rétroprojecteur analogique qu'on a modifié pour qu'il envoie plus de puissance qu'un projecteur classique. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer un peu l'avancée de ces recherches. C'est une sorte de tutoriel présentation où on vous montre un peu les techniques que nous on a trouvées qui permettent de créer des visuels de mapping numérique classique, qui essayent de s'en rapprocher en tout cas, avec des techniques plutôt classiques analogiques. C'est presque de l'art plastique ou quoi. Voilà, c'est vous montrer l'avancée de ces recherches pour éventuellement aider d'autres qui voudraient prendre la suite ou contribuer à ce projet qui est développé en open source à avancer des nouveaux systèmes de projection qui consomment moins d'énergie, qui sont plus faciles d'accès en termes de technologie que des choses très numériques et poussées et coûteuses. Donc là on est vraiment sur des systèmes assez simples et accessibles et du coup on vous montre un petit peu ce qu'on a pu faire jusque-là dans cette vidéo. La raison pour laquelle on en est arrivé ici, c'est qu'on était en train de se demander, moi en tant que designer et Paul en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on allait pouvoir intégrer des low-tech ou d'autres techniques peut-être plus écologiques dans nos pratiques du spectacle. Et du coup, on s'est rencontrés sur deux besoins. Le besoin de Paul de pouvoir plus travailler en rapport avec la matière et pour moi, du coup, de pouvoir introduire une réflexion sur les low-tech, donc une différente manière d'aborder les outils dans les systèmes de projection et dans l'événementiel en général. Pour resituer un petit peu, le mapping numérique, pour les gens qui ne connaissent pas dans cette vidéo, c'est le fait de faire de la projection, en vidéo ou non, sur des volumes, des façades ou même des personnes, et que le contenu de cette projection prenne en compte le support et joue avec, donc jouer, admettons, une main ou un balcon, une fenêtre, qu'on ait vraiment un élément de la projection qui soit concentré à cet endroit et qui ait un sens par rapport à l'endroit où c'est projeté. Du coup, le mapping numérique, normalement, se fait avec au moins un ordinateur et un vidéoprojecteur. Voilà, ça passe par des logiciels, par des connectiques électroniques et tout ça. Et c'est une technique qu'on pratique depuis quelques années avec Tom, avec d'autres artistes de notre collectif ou avec qui on collabore. Et on a eu envie d'essayer autre chose, d'essayer de lâcher un peu l'ordinateur, puisqu'on a eu régulièrement des commandes sur des gros bâtiments ou des plus petits, mais à chaque fois, c'est un plaisir quand même, mais c'est des heures et des heures sur l'ordinateur, c'est des heures de rendu, d'attente, de serveurs qui tournent, tout ça, et on a commencé à se dire ce serait chouette de trouver quelque chose qui ne consomme pas autant d'électricité et de temps devant des écrans, et d'essayer de revenir à quelque chose de plus traditionnel, de plus plastique, de plus manuel, et du coup, ce projet, c'était l'occasion de créer tous les visuels sans regarder un écran d'ordi. C'était toujours donc à peindre, à dessiner, à graver. On regardera un petit peu après les techniques qu'on peut utiliser pour créer des visuels avec ce système-là. Ouais, moi je reviendrai un tout petit peu sur la démarche low-tech, juste histoire de définir ce qu'on entend par là, parce que c'est une définition qui est en train d'être posée, c'est pas encore très net. Avec Oyer, donc on est environ 8, ça bouge un petit peu, mais on a un collectif historiquement d'art visuel, donc qui travaillons notamment beaucoup sur la création de nos visuels et du coup la projection des créations qu'on fait, c'est pas des mash-up YouTube ou des choses comme ça. On se demande souvent en fait comment aussi définir un setup machine, etc. Et du coup là, ça faisait plusieurs fois qu'on se posait la question du juste niveau technique, je dirais, dans la projection qui permettent pour nous différentes approches pour les différents moments de notre activité. Donc du coup, on s'est intéressé à la low-tech, le juste niveau technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une technique qu'on peut utiliser avec du public, notamment pour des manipulations. On peut proposer à des gens de dessiner, on peut proposer à des gens de découper du papier, etc. et assez vite d'avoir un résultat et potentiellement même une narration. Tandis qu'avec
un univers numérique, il y a tout un jeu d'interface, etc., qui, pour des petits, même pour des plus grands, peuvent perdre un petit peu. Et donc, pour nous, une juste technologie, par exemple ici, c'était pouvoir se l'approprier rapidement. Ensuite, il y avait une question, c'était la question de la sobriété énergétique. Ça, c'est assez net en fait. En parlant de vidéoprojecteurs classiques, on s'est aperçu qu'on allait vite sur 1 kW de dépenses d'énergie et qu'en fait, quand on se rapproche du système qu'on a développé là, on est à peu près à 10 fois moins. On trouvait que c'était un rapport quand même assez intéressant. Et du coup, c'était aussi un rapport qui nous permettait de passer sur des systèmes un peu plus techniques, comme par exemple la charge solaire, tout en ayant un outil de déambulation. Donc ça, j'y reviens après. Mais du coup, ça nous permettait d'avoir un outil accessible, assez populaire, appropriable, puis dans laquelle nous, on avait matière à penser. On avait plein de nouvelles contraintes que l'ordi nous avait effacées et qu'on devait réintégrer. Et voilà, donc ça a beaucoup défini notre approche. Oui, c'est des choses qu'on a présentées par exemple au festival d'Aurillac. On avait le même dispositif qui était du coup mobile. Et lors du festival, on s'amusait avec le public puisqu'on arrivait avec cette machine, on la posait, on l'allumait et on commençait à illuminer une façade dans la rue. Et tout de suite, les gens demandaient ouais, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. C'est les vieux projets que j'avais au lycée ou au collège. Donc ça crée tout de suite un lien parce que les gens se rappellent de ces machines. Et souvent, on proposait aux gens de dessiner et de créer du coup directement sur les façades. Et ça donne un truc un peu magique qui est très très facile d'accès. Après, la qualité du résultat est un peu plus difficile d'accès. Mais en tout cas, tout de suite, on s'amuse, on vient dessiner, on vient colorier une fenêtre, créer un motif à un endroit, etc. Et du coup, on retrouve des plaisirs qu'on a d'habitude avec le mapping numérique, vraiment des résultats assez chouettes, quoi, d'avoir toute une... Nous, on monte à 10 mètres par 10 avec cette machine maximum en termes de luminosité. Mais quand on se met à avoir son dessin qui apparaît sur 10 mètres par 10 sur un bâtiment la nuit, c'est assez plaisant, quoi. Donc, on a pu faire essayer la machine à plein de gens et c'est sur ce point-là d'accessibilité que c'en est cool, quoi. Ouais, les gens faisaient des graphes en fait et des choses comme ça sur des façades et en fait ça rendait tout de suite quelque chose de très impressionnant. Simplement c'était grand et c'était aussi s'approprier l'espace public. Les gens étaient très contents de pouvoir avoir fait un dessin posé sur un bâtiment, donc une échelle très grande et de repartir ensuite avec leurs photos et un grand sourire, quoi. Ça nous plaisait bien. Donc ça, c'était pour le festival d'Aurillac, qui est du coup un festival d'art de rue. Donc on s'est présenté avec notre petite performance et cette partie atelier participative un petit peu à ce festival-là. Du coup, le projet a vu le jour pour la première fois il y a 1 an et demi au festival La Part Belle, qui est un festival éco-responsable à Sarzeau, en Bretagne. Et du coup, le festival nous a contactés pour nous demander de faire une projection sur la façade du château de Carlevenant, qui est du coup le domaine où se tenait le festival. On a commencé par réfléchir à une projection numérique, mais très vite, ça s'est heurté aux valeurs du festival qui se voulaient éco-responsables, au budget du festival aussi qui était naissant et qui voulait au maximum limiter les grosses dépenses, les grosses technologies, les grosses consommations, etc. Donc on s'est dit, on s'est un peu fait le pari en se disant on va essayer de trouver une technique qui soit la plus éco-responsable possible, qui utilise les low-tech, comme disait Tom, et qui va quand même réussir à recouvrir la façade du château qui faisait 10 mètres par 35 à peu près. Et du coup, après plusieurs essais, on a pu voir qu'avec 2 machines, on pouvait y arriver. Donc c'était un peu le but lors de ce festival. Et depuis, on continue le développement du projet. Et on va vous montrer maintenant la façon dont fonctionne la machine, le type de contenu qu'on peut faire et comment on peut le faire, et le résultat que ça donne, bien sûr. Alors, comme le disait Paul, en fait, sur la machine, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a développé un peu en lien avec le festival et en lien avec des pratiques qu'on avait pu définir en avance. Donc du coup, on avait précisément les usages qu'on voulait faire. C'est un peu comme si un concepteur de vidéoprojecteur avait sollicité des professionnels du mapping pour savoir quels étaient leurs besoins. On a pu d'un coup réouvrir pas mal de liberté sur
ce qu'on souhaitait comme effet, comme système, etc. Et donc du coup c'était très intéressant. On est arrivé en Bretagne, à Kerlevenant, et on s'est intéressé à tout ce qu'on pouvait récupérer sur place. On a eu du coup le don de 2 rétroprojecteurs par des écoles, ce qui nous a permis d'avoir la première base d'optique qui soit opérationnelle. Et une fois qu'on avait eu cette base, on s'est inspiré de diverses choses qu'on avait pu expérimenter dans notre expérience du numérique pour commencer à imaginer comment faire bouger les choses. Donc ça nous a donné un peu des idées de système avec des idées de translation horizontale, verticale, des idées de net et de flou, des idées de filtres colorés, des idées aussi de rotation par exemple et de ces choses-là, qui sont des effets finalement très simples, mais que nous ne pouvions pas vraiment produire à la main sur un projecteur de ce type-là, sans avoir des à-coups ou des choses comme ça qui répercutaient sur l'écran étaient un peu brutaux, quoi. Du coup, on a été obligé un petit peu de penser à tout ça, et en allant faire les tests, en plus, il s'est avéré que la machine était peu puissante et que donc au-delà de la consommation énergétique qu'on pouvait avoir sur des systèmes classiques de rétroprojecteurs, on avait en plus le besoin d'augmenter la puissance. Donc là on s'est intéressé à des systèmes à LED tant qu'à faire, puisqu'on avait aussi envie de pouvoir rendre autonome notre système. Et la LED nous permettait potentiellement d'envisager de mettre des batteries. Et donc en fait on s'est retrouvé avec des modules. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, avec des petits modules de LED qui font en fait 14 000 lumens et qui, avec la perdition d'une lentille Fresnel, d'une lentille ici et d'un miroir, nous a un petit peu diminué la puissance. On estime aujourd'hui qu'on est environ à 10 000 lumens. Voilà. Donc on s'est servi de ces LED et on a ouvert la boîte, on a retiré le système initial. Et une fois le système initial retiré, on s'est retrouvé à devoir ajuster le caisson. On a hésité à en produire un, en fait on l'a surtout modifié pour pouvoir le rehausser et faire en sorte que la LED, qui ne diffuse pas du tout comme les systèmes précédents, puisse diffuser dans le cadre en restituant une image correcte. Et donc c'était un jeu de calage, c'est de l'optique, donc il y avait un jeu de calage un petit peu millimétré à faire et il a fallu ensuite reconstituer la boîte autour. Donc ça c'était la première partie, c'était un peu la partie du hack de la machine. Une fois qu'on a eu ça, du coup le système était fonctionnel et on a décidé de le tester en live dans notre atelier en mixant un petit peu divers outils. Et donc du coup, on a conçu en premier lieu une petite roulette qu'on peut voir ici qui permet d'actionner un premier système. Alors ces systèmes, en fait, ils viennent pas de nulle part, ils sont issus notamment du cinéma d'animation et du mapping, donc comme je vous le disais. Et donc là, ici, on a un premier système qu'on peut venir poser en cours de route pendant le spectacle. Sur un niveau supérieur, on verra, il y a 2 niveaux en fait dans la machine, dont un est flou quand l'autre est net. Et donc ça nous permet de faire des transitions entre la phase 1 et la phase 2. Et du coup, à l'avant de la machine, on a un moteur qu'on peut activer ici et qui nous permet de faire tourner le disque. Donc là, il tourne très lentement, mais sur la façade, en fait, c'est assez vif. Je l'arrête tout de suite. On peut faire varier la vitesse un petit peu. Pas énormément, mais ça suffit à pouvoir donner un effet et à suivre par exemple le rythme de la musique. Pour les systèmes d'effets, donc je disais qu'il y a 2 étages qui sont l'un est flou quand l'autre est net et inversement. On a gardé en fait ce système de transition qui est issu de la machine initiale. Et en fait sur le côté ici, on a un mât et sur ce mât on a juste de quoi pouvoir faire le mouvement pour pouvoir faire le net initialement sur des diapositives sur le projecteur. Et donc nous, on s'en sert avec un peu plus d'amplitude pour pouvoir passer de la surface initiale à la seconde surface et donc du coup pouvoir préparer un calque avec des visuels tandis qu'un autre est en train de diffuser une image nette.
Je le remets net là sur l'écran, vous le verrez tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, on a juste gardé le système de projecteur avec le miroir au-dessus. Et ça nous permet de pouvoir diriger la lumière en haut, en bas, pour pouvoir s'adapter à notre espace de projection. Et on a ajouté à ça en fait un support que vous voyez en dessous ici. Et ce support-là, il est en fait dédié à ce qu'on appelle un shutter ou un obstruateur. Et donc, par la gauche ou par la droite, on peut venir le fermer afin de juste éteindre le visuel progressivement. Et celui-ci est toujours flou, donc il y a toujours comme une espèce de flou qui vient et qui progressivement fait passer l'image au noir ou qui la fait réapparaître. Ça, c'était dans les features un peu autour de la projection. Après, sur la question de l'ergonomie de l'objet, en fait, on se place en arrière de la machine. Ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, à l'arrière de la machine, on manipule en miroir. Donc, ça veut dire que tous les mouvements sont inversés. Et donc, dans un système de narration, en fait, on part de la droite vers la gauche pour faire passer des diapositives. Et donc, à l'horizontale, si on veut faire passer un paysage, on le pose sur notre tablette de droite qui est un peu plus haute et on le fait glisser vers la gauche pour le faire déborder sur la tablette qui est un peu plus basse et qui du coup permet d'accueillir les visuels au fur et à mesure. Donc on a cette logique de translation qui est un des mouvements qu'on utilise le plus avec le flou et donc ce troisième système qui est le système de roue. Voilà, là on a à peu près fait le tour des premiers outils visuels. Ensuite, je peux vous parler rapidement de la question électrique et puis du chariot mobile. Sur la question électrique, en fait, on s'est basé sur un système de LED qui fait 24 volts. Le 24 volts, on l'a utilisé un peu par convenience parce qu'on avait des systèmes de batterie et on pouvait le brancher en fait sur un panneau solaire et son générateur. Donc du coup, ici, on l'a présenté. On a le générateur solaire qui est en fait intégré dans le petit véhicule et on peut venir dans la journée en fait recharger ce générateur et il a une autonomie qui peut être d'environ 4 à 6 heures pour ce système et donc on peut très bien passer ensuite une soirée entière à diffuser nos contenus en se basant sur l'électricité qu'on a récupérée dans la journée. Voilà. Bon, il faut qu'il fasse beau, mais globalement, on a une autonomie qui est certaine. Voilà. Et là-dessus, en fait, ça nous a permis, par exemple, de pouvoir aller faire une activité de déambulation au festival d'Aurillac et de mêler un petit peu art de rue, spontanéité de l'art de rue et projection visuelle, mapping. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait jamais fait, qui était assez excitant parce qu'on se rapprochait un peu du spectacle vivant, tout en ayant notre médium de projection. Je passe peut-être sur les détails d'ergonomie où en fait on a posé des interrupteurs et des choses comme ça qui nous permettent de démarrer et d'éteindre le projecteur. Pour juste m'attarder sur la question du petit véhicule, en fait on s'est fabriqué un châssis en métal, on a posé des caisses dedans pour pouvoir transporter l'ensemble de nos outils, la batterie aussi, et ensuite on a posé juste des petites cases tout autour ainsi qu'une grande pochette pour pouvoir disposer des visuels qui sont faits sur des cadres, sur des calques transparents et des encres ou autres éléments comme ça. Et donc du coup, quand on transporte notre objet, en fait, on a un mini atelier portable qui se déploie juste en ouvrant une pochette ou en dévoilant les petites boîtes. Et quand on veut se déplacer, en fait, on penche le chariot en arrière, comme une espèce de, je sais pas, une poussette ou quelque chose comme ça, et on vient la pousser dans les rues ou la tirer pour la déplacer, et il y a juste un pied à l'avant qui vient la poser, et on n'a plus qu'à ouvrir les pochettes pour la déployer. Du coup, pour la suite, je vais vous présenter un peu la partie contenu, donc la partie que je gérais sur le projet et en dialogue avec Tom, qui lui développait beaucoup plus la machine, après tout ce qu'il vous a présenté. Et du coup, il y a plusieurs types de contenus qui sont possibles de faire avec ces systèmes de projection, puisque le but, c'est de créer du visuel, de créer du mouvement avec des effets intéressants. Et le maître mot du spectacle et de la réussite de visuel qu'on peut faire avec, c'est le mouvement. Le plus dur par rapport à du mapping numérique, c'est que là, cette fois, on n'a pas d'image clé, on n'a pas d'effet génératif qui tourne automatiquement, on n'a pas de boucle en fait.
Donc on est obligé de se créer soit des systèmes mécaniques comme on a pu voir tout à l'heure, soit de gérer à la main la plupart des mouvements. Donc ça implique pas mal de contraintes, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Mais pendant la performance, on est très très actif, on est tout le temps à prendre des calques dans tous les sens, à les positionner, les modifier, les faire bouger, etc. Donc je vais vous montrer un peu déjà les types de visuels qu'on a pu créer. Alors j'ai mes petites piles d'images. On va quand même regarder ce que ça rend, c'est plus intéressant. Hop. Alors j'ouvre mon shutter pour dévoiler un petit contenu. Donc on a voilà, des contenus assez classiques de lignes qui peuvent être envoyés. Je peux les faire bouger tout doucement avec la main par exemple. Mais c'est difficile de faire des mouvements qui ne soient pas saccadés, donc il faut vraiment y aller doucement, se retenir. On peut manuellement les faire tourner. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des zones de l'image où on voit le cadre de la vidéo, où on a du blanc. Et ça, c'est assez embêtant. C'est pour ça qu'on va créer des systèmes de masques. Je vais essayer de m'en trouver un petit. On va se créer des systèmes de cache et de masques en fait, qui vont recentrer l'image et éviter qu'on ait des bordures qui dépassent. Donc là voilà, toute l'image, tout le visuel se fait. Alors, je vais quand même le mettre au-dessus, sinon c'est un peu difficile à manipuler. Donc tout se passe dans le cache qui a été découpé au laser ou à la main. Hein. Bah, celui-là d'ailleurs c'était au cutter. C'est bien long, hein, si vous pouvez le faire à la découpe laser ou avec des CNC, des choses comme ça, ça va beaucoup plus vite quand même. Là par exemple, chaque trou est fait avec une perceuse ou une scie cloche. Par-dessus ça, je peux venir ajouter évidemment d'autres types de calques qui vont venir faire jouer les effets. Donc là, hop. Tout ce qui est jeu de moiré, si vous ne connaissez pas, les moirés c'est du coup les croisements de lignes qui viennent créer des nouveaux motifs à la limite de l'illusion d'optique, peuvent venir faire des effets tout aussi sympas, surtout quand c'est en immense comme ça. Voilà. Donc un autre moiré qui marche très très bien, c'est un classique, des lignes qui partent du centre, la même chose par-dessus. Et on vient les faire bouger tout doucement. Ça fait partie des effets qu'on peut animer à la main et qui restent assez fluides à regarder. Autrement, on a observé que voilà, déplacer des calques à la main, étant donné que la surface de projection fait plus de 15 fois celle que la surface réelle où sont prises les images, la moindre petite saccade se voit tout de suite. Donc tout le jeu est voilà, dans la souplesse de mouvement qu'on arrive à donner. C'est souvent plus dans la lenteur que dans la vivacité. Et voilà, on peut vraiment après s'amuser à faire plein de choses. Il existe plein de moirés sur internet ou que des gens ont déjà pu faire, mais ça peut aussi se chercher et s'inventer. C'est pas évident, mais ça se fait. Voilà, là on a un petit motif un peu napperon récupéré au resto. C'est toujours sympa. Des motifs de ligne encore. Voilà. Ça rappelle un peu les lines de base qu'on a dans les logiciels de mapping et de vidging. Hop, encore un petit. Etc. Donc ça, c'est pour les types de contenus qui sont découpés. C'est ce qui laisse vraiment le mieux passer la lumière ou qui obstrue le mieux la lumière, qui fait le meilleur contraste. Ensuite, la grosse difficulté avec la rétroprojection, c'est de garder des couleurs qui soient le plus vives possible.
on a testé plein d'encre, plein de peintures, plein de calques et tout ça. Et en fait, ce système de projection, on ne sait pas spécialement pourquoi, mais des fois, quand une peinture va être bleue transparente sur une feuille, finalement, quand on va la passer, au rétroprojecteur, ça va être tout noir. Donc c'est assez étonnant. Et il y a quelques rares encres ou feutres qu'on a pu trouver qui fonctionnent. Donc on va vous dévoiler lesquels après. Donc là, un autre type de visuel qui est plus classique. Les jeux de texture. Par-dessus ça, je peux évidemment mêler des masques. Tout ce qui est jeu de flou peut être chouette aussi. Je peux venir rajouter du mouvement avec une lentille, donc qui vient changer la mise au point et donner de la vie et du mouvement à ma projection. Ensuite, on a des contenus plus illustratifs. On va faire mise au point. Donc là, voilà, un petit Nautilus dans les profondeurs. Des inscriptions, un peu du microscope. Tout ça, c'est des encres. C'est du travail qui a été fait à l'encre d'assez près et qui restitue plus ou moins bien la couleur. Je ne sais pas si on voit avec cette caméra juste à côté. À la caméra, en tout cas en réel, c'est extrêmement orangé et rouge, c'est très vif et saturé. Mais en projection, c'est quasiment que des nuances de gris. Ça, c'était des encres. Quelle marque d'encre on a utilisé? Je ne sais plus quelle marque c'est, mais en tout cas, c'est les encres à papier classiques. Quasiment aucune de celles-ci, en tout cas quand elles sont sur du rhodoïde, quand elles sont sur du calque, ne rendent la couleur. Ça fonctionne uniquement quand on est dans les liquides. Donc la création de visuels avec les liquides, c'est vraiment un gros chapitre à part que beaucoup de gens ont présenté avant nous, donc c'est pas la peine qu'on s'élance vraiment sur le sujet. Le grand truc à savoir, si vous voulez vous amuser à faire des visuels en projection comme ça, avec des encres en tout cas, c'est qu'il faut déjà un bac qui soit très étanche pour ne pas en mettre partout, des encres à eau et très important, avoir de l'huile, si possible minérale, et des encres à huile. C'est très important parce que l'encre à huile, elle se mélange dans l'huile et l'encre à eau dans l'eau. Et le fait que ces deux éléments hétérogènes se rencontrent, c'est intéressant puisque du coup ils ne se mélangent pas et c'est là que ça crée les jeux de couleurs les plus intéressants. Donc ça, on ne va pas le montrer aujourd'hui, je vous indique juste que c'est intéressant d'acheter, si vous voulez faire ce genre de projet, voilà, des encres à eau, des encres à huile. Ça fonctionne bien mieux dans les liquides avec un bac que sur les calques. Ce qui fonctionne sur les calques en termes de couleur, c'est une marque de feutre en particulier. On fera des petits visuels avec tout à l'heure. Je suis à l'envers. Donc là, on a les couleurs qui ressortent vraiment bien, quasiment comme sur la feuille en réel. Et ça, c'est grâce aux encres des marqueurs Proki. Voilà, cette marque de marqueurs. Alors bon, on n'a pas de sponsor avec eux, on aimerait bien, mais non, c'est juste qu'on consomme. Mais non, c'est juste la marque qui fait que voilà, les couleurs ressortent le mieux et permettent de faire des petits mélanges de teintes, notamment ici, là, où du coup un marqueur rouge vient rencontrer un marqueur bleu, et du coup ça fait un mélange de rose. Et on travaille ça au couteau à peinture à huile, ça marche assez bien. Je vais faire un petit essai après. Une chose qui marche vraiment bien, c'est les visuels imprimés. C'est ce qui nous a permis, sur le dernier mapping qu'on a fait avec ce projet, de vraiment épouser la façade du château. Donc bon, là ici, c'est pas du tout la façade du château, mais ça donne un petit peu une idée. Donc là, on a ce visuel-là qui était imprimé, qui est fait d'après une photo de la façade, et qui venait faire jouer en direct en épousant parfaitement les colonnes, les fenêtres et les formes. La difficulté avec ce système de projection, étant donné qu'on n'a pas les corrections de coins qu'on peut avoir dans un logiciel de mapping, la difficulté était que l'image soit déformée d'avance sur le papier pour épouser parfaitement la façade. Pour arriver à faire ça, on a trouvé cette petite technique qui est de prendre un calque
Donc prendre un calque vierge, on est sur la façade. Donc là je vais essayer de créer, ce qu'on appelle une matrice, en tout cas en mapping numérique classique, on reprend les mêmes termes, c'est beaucoup plus simple. On va créer une matrice de cette façade d'atelier à la main. Donc je prends un calque, je fais en sorte de ne pas bouger. Idéalement on se met des morceaux de scotch, mais là je vais aller assez vite. Et là, ce qui est assez difficile, c'est que je vais devoir dessiner sur le calque pour épouser les formes de la façade, sauf que je ne regarde pas ce que je fais à la main, je regarde la façade là-haut. Donc ça c'est... Voilà, je suis un peu à côté. Hop. Alors il faut savoir aussi que la projection est à l'envers, donc là, à la main je vais de droite à gauche, mais sur l'écran ça va de gauche à droite. C'est le truc le plus perturbant, c'est que tout ce qu'on fait est à l'envers, donc c'est pas du tout évident de faire des beaux traits droits ou propres. On a l'impression d'être gaucher quand on est droitier. Bon voilà, on va accélérer rapidement pour que vous voyez direct le résultat fini. Mais en gros l'idée c'est de se créer une matrice grossière de cette façade et d'éventuellement la reprendre après sur un papier, sur un calque plus propre, quoi. On a juste à redécalquer ce calque, cette fois en dessinant vraiment proprement, et là on a une matrice qui est vraiment propre. Le but de cette matrice, c'est d'avoir plutôt les repères, en tout cas pour en refaire une plus clean après, ou pour savoir où vont se situer des éléments qu'on va vouloir colorier, donc, ou remplir avec des motifs. Que ce soit voilà, le balcon, les rambardes, les affiches, etc. Du coup, là tout de suite, je vais faire rapidement, encore plus rapidement, une matrice bien plus clean d'après celle-là, sauf que cette fois, je vais regarder directement ma feuille. Je ne vais pas être à l'envers. Du coup, je vais me refaire les éléments, mais en plus propre. Pour l'instant, c'est quasiment, en tout cas dans ce qu'on a essayé, c'est ce qui est le plus simple et c'est presque obligatoire de refaire d'après ce qu'on a pu faire là. La matrice qu'on a là, son avantage, c'est qu'en fait, au niveau de celle qui est sur la feuille, elle est déformée, mais elle est déformée d'après l'endroit où se trouve le projecteur. Et du coup, il faut absolument remettre le projecteur au même endroit si jamais on refait l'install plus tard. Mais on a cette déformation qui est prise en compte et du coup, maintenant, chaque visuel qu'on va créer qui va venir remplir telle ou telle zone, si on respecte cette matrice-là, on sera bon. Du coup, ce que je vais faire aussi, je ne sais pas si tu vois là, c'est que je vais me marquer les repères de ma matrice par rapport à mon projecteur. Donc hop, je me prends les 4 coins là, parce que quand je vais venir reposer ma feuille, il faut que ça soit calé assez vite au bon endroit pour que pendant un spectacle, on ne soit pas là pendant 20 secondes en train d'essayer de caler la feuille au bon endroit. Donc là je suis sur des feuilles de calque, c'est du papier rhodoïde. Du coup il se trouve en format A4 et ce qu'on fait c'est qu'on en assemble pour que ça fasse la taille du projecteur, sinon les feuilles A4 sont trop petites. On en assemble 3 entre elles avec du scotch et après on les découpe au milieu. Et du coup comme ça on a pile un carré qui fait en fait la taille du rétroprojecteur. Donc là-dessous j'ai ma matrice très grossière qui a été faite et là je me mets par-dessus une feuille neuve. Et donc je vais revenir tout faire bien plus droit, bien plus clean. Bon, donc c'est à peine moins brouillon que la première. Encore une fois, c'est vraiment un truc qui prend vraiment des heures à faire et normalement plutôt à la règle et tout ça pour vraiment avoir chaque élément qui est nickel, qui tombe pile poil. Si ça vous manquait dans le mapping numérique de passer des heures à modéliser la matrice, des heures à peaufiner chaque détail et tout, là, il n'y a pas de souci, on retrouve exactement les mêmes heures de travail, voire plus, parce que on n'a pas les outils numériques derrière nous pour que chaque carré, chaque porte, chaque fenêtre soit impeccable au même endroit, que quand on en duplique une, c'est la même. Une fois que j'ai calé ma première matrice, je vais maintenant vouloir remplir ou rajouter certains détails, certains éléments, mais je ne vais pas toucher à ma matrice d'origine parce que j'ai besoin qu'elle reste intacte si je veux faire d'autres choses après. Comme dans un logiciel de création vidéo, je fais cliquer sur un nouveau calque. Hop. Là c'est un peu plus fun puisque j'ai pas besoin, grâce à ma matrice, j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe à la façade, je peux regarder directement sur ma feuille et du coup là c'est bien plus fun, je peux rajouter des éléments qui jouent avec la façade.
Je me remplis des fenêtres avec des motifs. Voilà, et vraiment tout est possible. Hein. Maintenant, ça devient, voilà, c'est beaucoup plus de l'art plastique et chacun fait ce qu'il veut grâce à la matrice qu'on a. On veut maintenant être dans la partie fun et recherche de lignes, de motifs, de choses à faire. On va quand même rajouter, je ne sais pas faire bouger hein, évidemment, on va rajouter un peu de couleur avec nos fameux marqueurs. Je me souviens les nuits passées à créer les visuels. Pour la part belle, j'étais avec des lunettes de soleil en fait, puisque là j'ai la surface sur laquelle je suis en train de travailler, du coup elle envoie à peu près 10 000 lumens, donc là j'ai quasiment ça dans les yeux, donc quand je regarde ailleurs je vois plus rien en fait. Je dois vraiment attendre que mes yeux se réhabituent. Mais bon là en hiver j'avoue je me balade pas avec mes lunettes de soleil. Bon voilà, on peut continuer longtemps. D'ailleurs il vaut mieux continuer longtemps hein, pour faire des trucs vraiment aboutis, mais une fois qu'on a ces petits visuels qui jouent avec la façade qui sont en place, on peut venir les faire apparaître par-dessus, faire des jeux de flou encore une fois, donner vie doucement au truc avec la lentille. Et même bien sûr rajouter des masques qui vont révéler plus ou moins ce qu'on a fait en visuel. Hop. Ça prend normalement beaucoup plus de temps de faire des visuels. Je vous montre un autre truc qui marche assez bien, c'est d'utiliser toujours du rhodoïde avec de la peinture par exemple, donc d'avoir un rhodoïde qui a été peint totalement en noir, et on va pouvoir venir gratter le noir et faire un peu en quelque sorte de la gravure. Et vous pouvez voir que là du coup au lieu d'ajouter du noir sur de la matière blanche, on est en gravure directement sur le calque, et ça crée des effets bien plus contrastés et intéressants. Puis on peut même évidemment refaire du mapping. Je vais essayer d'illuminer une fenêtre par exemple, mais là si je viens gratter tout ce rectangle de peinture, voilà, c'est un autre style d'effet qui est abordable pour les gens qui font éventuellement déjà de la gravure. Alors là, ils seront contents. Ensuite, il est bien sûr possible de faire des visuels avec du sable. On a vu pas mal de gens qui font des beaux projets comme ça. Nous, on a essayé aussi. On y est arrivé. Il faut du sable vraiment très très fin. Autrement, c'est trop opaque et du coup, on voit difficilement les nuances. En fait, ça fait soit du noir, soit du blanc. Par contre, avec de la farine, on a un rendu qui est vraiment super. Puis là, pour le coup, la farine, ça se trouve vraiment partout. Et par contre, ça en met aussi vraiment partout. Donc, faut un peu penser en conséquence son espace de travail pour pas vraiment en mettre dans tous les sens. Mais la farine, en la jetant du coup sur la plaque, on peut venir dessiner avec, remplir certaines zones, encore une fois, pour faire des effets de mapping. Parce que c'est ça le plus difficile, mais aussi le plus intéressant avec ce système de projection. C'est que les visuels jouent vraiment avec les différents volumes et les différents reliefs. Bon, la façade de notre atelier, elle a beau être vraiment magnifique, c'est pas non plus la plus intéressante à mapper et à faire jouer. Quand on était sur la façade du château, vraiment chaque belle fenêtre avait des beaux ornements qu'on pouvait récupérer. On avait les portes, les colonnes, etc. Donc on pouvait venir faire monter des éléments dedans, vraiment recréer des dorures, des ornements et tout ça. Donc que ce soit avec la farine, les encres et tout, ça dépend aussi évidemment du support et du temps qu'on lui accorde. Un autre truc qui était intéressant de faire jouer, c'est avec les liquides, pour que ça fasse du mapping et pour qu'on n'ait pas uniquement un liquide qui prenne vraiment toute la façade comme ça. On a essayé de faire une matrice, alors je ne sais pas si je l'ai là. En fait, on a fait une matrice qui venait reprendre les différents reliefs de la façade, un peu comme avec celle-ci là que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Et on est venu remplir certaines zones de la façade avec de la colle ou avec de la matière solide qui créait des sortes de barrières, et quand on remplissait en liquide
Cette zone-là, par exemple, eh ben, les liquides étaient uniquement ici, ou uniquement dans une fenêtre, ou uniquement dans une porte. Du coup, c'était une manière de faire du mapping, mais avec les liquides, en contrôlant les endroits où ils se répandaient, les endroits où ils se diffusaient. Donc ça, c'est un truc assez chouette à faire. Et avec du pistolet à colle, c'est le plus rapide et économique, quoi. On en met juste un petit liseré là où on veut, et tout de suite, le liquide passe plus. Ça fait vraiment des petites zones à remplir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore comme astuce? Oh, puis c'est complètement vite le bazar. On a des calques partout. Paf, paf, paf. Voilà, j'ai cette illustration, encore une fois, bon, je la remets, mais qui venait faire mélanger. On a à la fois de la gravure qui a été faite dans le feutre. Du coup, les marqueurs Proki qui ont été appliqués là, il y avait du vert et du bleu qui étaient appliqués avec ce couteau à peinture qu'on trouve dans tous les magasins de Beaux-Arts, hein, ça vaut 2 € ou 3 €, et ça permet vraiment de répandre le marqueur et de faire des effets travaillés intéressants avec. Ensuite, je suis venu rayer l'encre du coup pour faire ces effets de rayons lumineux. Le petit sous-marin qui est dessiné là du coup au marqueur plus fin, plus petit. Et autour là ici, ce sont des éléments qui ont été découpés directement dans le papier pour venir faire des sortes de stalactites et stalagmites dans cette caverne sous-marine. Et du coup là on mélange plein de techniques différentes. Ça donne un peu plus de un peu plus de profondeur et de contraste à l'image. Tout ce qui est ombre chinoise, c'est des super inspirations puisque on est là, avec cette technique, on est dans du travail d'ombre aussi, dans un travail de silhouette, de comment représenter quelque chose de manière intéressante, uniquement avec du noir et blanc, tout en ayant des beaux jeux de couleurs et des beaux jeux de lumière. Voilà, il y a des super références cinématographiques autour de ça, notamment Prince et Princesse de Michel Oslo, qui est vraiment une grosse rêve pour nous pour ce projet, parce que le travail de la couleur est assez subtil, tout en étant hyper riche et hyper évocateur. Il arrive dans cette histoire à représenter des personnages vraiment simplement en silhouette, en noir et blanc, sur des fonds colorés qui ressemblent un petit peu, on s'inspirait un peu de ces fonds-là avec nos encres, puisqu'on n'avait pas non plus 12 000 couleurs à dispo. Donc voilà, ça c'est vraiment une super ref à regarder si vous faites des projets en rétroprojection comme ça. L'engrenage, c'est une petite technique qu'on s'est bidouillé pour que les visuels soient en mouvement. Donc, je vais me l'allumer. Par exemple, je viens de prendre mon super rond de serviette de mariage. Et tout de suite, vu qu'il est en train de tourner, c'est déjà beaucoup plus cool. Si je me mets en dessous, on va prendre celui-là. Si je me mets en dessous mon cache circulaire, ça vient jouer avec, légèrement en arrière-plan. Là, si je fais des petits jeux de flou, bah là on commence à avoir des effets assez intéressants. Voilà. Ça, on joue beaucoup avec pendant la perf, vraiment avec la mise au point. Ça permet de passer d'un plan à l'autre tout en douceur, de changer de visuel, de créer du mouvement. Là par exemple, je profite que mon premier plan est flou pour l'enlever délicatement. Je fais une sorte de transition, quoi, en sorte, en somme. Et là j'ai mes deux calques l'un par-dessus l'autre avec l'un qui tourne. Et je viens refaire mes jeux de moiré, mais cette fois en étant automatisé. Donc ça, on cherche à développer ces systèmes-là. C'est vraiment étape 1, quoi, mais on cherche à aller plus loin dans les systèmes de motorisation pour le projet, puisque, comme on disait tout à l'heure, le mouvement est vraiment hyper important pour que le spectacle garde du dynamisme. Et c'est pour ça qu'on est aussi en train de penser à un système assez similaire aux orgues de Barbarie, où du coup on a un visuel en accordéon qui va venir se dérouler
sur le projecteur. Et ça nous permet de raconter quelque chose tout doucement en travelling, juste en le faisant glisser. Et là, du coup, on passe d'un calque à l'autre, tout en essayant de garder le mouvement le plus fluide possible, ce qui n'est pas évident. Et voilà, vu que les calques ont été mis bout à bout avec du scotch et qui se déroulent tout doucement l'un après l'autre, on arrive à avoir une sorte de travelling, d'effet slide en fait, comme on a dans les logiciels de vidging qui permettent de rendre dynamique une image fixe, juste en la déplaçant. Et ça, c'est un effet qui peut aussi être combiné avec des masques ou des caches qu'on aurait fait pour jouer avec des éléments de la façade. Là, par exemple, si j'avais découpé un visuel, si j'avais découpé dans du papier les fenêtres ou tel ou tel élément avec mon système de visuel qui glisse, ça aurait uniquement illuminé les zones que j'aurais choisies. Voilà, donc j'arrive au bout. Un des derniers points, c'est quand on est amené à faire une projection sur une façade avec plusieurs projecteurs, ce qui est évidemment plus intéressant puisqu'on peut avoir une surface plus grande. On vient faire, comme en mapping numérique, un système de soft edge où les deux machines sont mises, elles ne sont pas côte à côte, elles sont elles sont à la distance de la projection. Par exemple, mon image là, elle fait 10 mètres par 10. Du coup, le projecteur suivant, je le mets à 10 mètres pour que, vu que ça fait un cône de projection qui est perpendiculaire, l'optique d'ailleurs est en focale, en rapport de projection 1 pour 1. Donc s'il est à 10 mètres de distance, l'image fera 10 mètres par 10. Donc le projecteur d'après est à une distance de 10 mètres et on va venir faire tout simplement, on va mettre un petit papier d'alu ou un petit scotch ici au niveau de la lentille et là on va avoir un soft edge qui se crée de chaque côté. Et pour que les visuels matchent entre eux, soit on va venir les modifier au dernier moment juste à l'endroit où il va y avoir le soft edge, où on veut que ça se rejoigne, soit on va créer le visuel sur une sorte de long bandeau. Je ne sais pas si j'en ai encore un là que je n'ai pas coupé. On va faire notre bandeau de 3... bon là il est coupé, mais imaginez que c'est recollé. On va faire notre bandeau de 3 feuilles à 4 comme ça. On va dessiner toute la façade dessus et après on coupe et hop, on les met sur chaque projecteur et comme ça on se retrouve avec un visuel qui prend la façade entière. N'hésitez pas à vous amuser à faire plein d'essais de matière et tout ça. C'est assez facile de trouver ce genre de projecteurs puisque la plupart des lycées et collèges ont changé les rétroprojecteurs comme ça pour des numériques. Du coup, en fait, ça, on en trouvait assez facilement en contactant un lycée ou une école. Ils nous disaient « Ah bah oui, on en a 10, on ne s'en sert plus. » Donc voilà, c'est assez facile à récupérer. Hacker la lampe pour qu'elle soit bien plus puissante, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, même avec un projecteur sur une puissance standard, on peut quand même faire des choses super et s'entraîner à la maison. On n'a pas besoin qu'il fasse 10 000 lumens pour projeter sur le mur, sinon de toute façon ça fait mal aux yeux. Du coup, voilà, n'hésitez pas à en récupérer un comme ça, pas loin de chez vous, dans le lycée le plus proche, et puis à faire des essais de contenu à la maison. D'autres idées auxquelles je n'avais pas pensé encore. Là, moi, je me suis trouvé ça récemment à Emmaüs, alors j'ai pas encore essayé, je vais voir ce que ça donne. Atelier magique, partout avec toi, encore plus de dessins. Donc ça peut faire plein de petits motifs qui ressemblent un peu à des trucs que je fais sur Processing d'habitude, un logiciel de programmation. Du coup, j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec ça, mais en version papier sur du calque. Donc ça, c'est des trucs à tester. En fait, tout ce qui se fait sur papier d'habitude, du moment qu'il y a un jeu de transparence ou de noir et blanc, ou que ce soit de la gravure ou quoi, ça peut être intéressant pour ces systèmes de projection-là. Donc c'est, en fait, faut tout essayer, quoi. Un autre truc qu'on n'a pas le temps de faire là, mais qui est quelque chose qu'on veut développer, c'est des systèmes de clapet. Je vais essayer de le simuler vite fait avec un calque. C'est que par exemple, j'ai un visuel qui est là sur ma façade,
et avec des systèmes de glissière, par exemple de papier qui viennent prendre uniquement certaines zones, comme là par exemple si j'ai un calque qui est juste à cet endroit, et en faisant quelque chose qui a été découpé au cutter et qui va venir glisser tout doucement. Ah oui, c'est pas grave, je vais finir avec les autres cams. Donc ce qui peut être assez chouette, c'est des systèmes de glissière où en fait on a découpé au cutter juste une fenêtre ou juste une porte ou une corniche. On vient poser un papier qui fait pile la taille à cet endroit et pendant le spectacle, si on a mis des petites charnières en scotch ou autre, on peut venir révéler en fait un endroit. Par exemple, on a un animal ou un personnage qui est dans une fenêtre. Si on vient tourner ce petit cache, ça le révèle. C'est une manière de scénariser le visuel. On pose juste un visuel qu'on a fait à cet endroit-là et on va pouvoir ouvrir, raconter, refermer, rajouter. En fait, il y a vraiment plein de trucs à inventer à ce niveau-là. Ça fait partie des types de visuels qu'on veut créer juste après pour la suite. Du coup voilà, on est content avec des rétroprojecteurs récupérés, d'avoir pu faire une machine qui envoie environ 10 000 lumens pour une consommation de 100 watts, qui en plus est sur batterie, donc transportable, donc autonome, qui est chargé au solaire, donc qui ne vient pas pomper d'énergie dans le réseau électrique, qui n'a pas besoin d'être branché. Donc on a ce système qui est autonome et mobile et qui permet de projeter un peu partout. Et ce qui est génial d'imaginer, c'est que si ce genre de machine se multiplie, que ce soit via nous ou d'autres gens qui développent la même chose, voire même en mieux, c'est qu'on ait une sorte de multiplication un peu partout de possibilités de projection qui soit extrêmement abordable en prix et extrêmement faible, à faible consommation d'énergie. Donc c'est une manière d'imaginer davantage de visuels un peu partout pour embellir nos villes, nos paysages, tout en consommant rien du tout et en étant très facile d'accès technologiquement, quoi. Pas besoin d'acheter un ordinateur, pas besoin de savoir s'en servir, ni d'acheter des logiciels, même si c'est hyper bien tout ce qui se fait avec des logiciels, hein. On rappelle que ce projet, c'est pas là pour remplacer le mapping numérique et tout ce qui se fait d'habitude en vidging ou en mapping classique, c'est seulement une alternative qui apporte différentes choses. On n'a pas du tout les mêmes possibilités d'effets, d'animation 3D ou 2D, on est sur des mappings qui sont moins précis, mais on est sur une qualité d'image et de couleur qui n'a rien à voir avec les projecteurs numériques puisqu'il n'y a pas de pixels. Donc en fait, on peut aller voir aussi près qu'on veut. La qualité de la projection, elle est toujours là, on voit vraiment un grain. Ça, c'est un truc qu'on adore, quoi. On n'est plus là limité par la Full HD ou même la 4K, on est au-delà, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Après, il y a toutes les limites qui vont avec, quoi. Mais bon, en tout cas, ça permet quand même de faire de belles choses et surtout des choses différentes. Donc c'est super. Alors, on va conclure la vidéo. Du coup, on vous a un peu montré les aspects de la machine, les aspects de travail visuel. Il y a des techniques qu'on ne vous a pas montrées, des choses qu'on a en tête et qu'on n'a pas encore développées. Bref, c'est en recherche encore, hein. On est encore sur un prototype en bois pour pouvoir le modifier, etc. Alors qu'on aimerait pouvoir le stabiliser davantage plus tard. Peut-être une ouverture par rapport au lien visuel et objet de projection, c'est qu'on va documenter la machine et les fonctionnements qu'on y a proposés pour développer quelque chose de plus communautaire, en tout cas l'ouvrir à la communauté, et pour pouvoir notamment développer des espèces de systèmes de boîtes ou de systèmes un peu autonomes qu'on vienne glisser dessus et qui puissent permettre d'envisager des passages de fluide un peu plus automatisés, toujours dans cette logique de pouvoir se dégager les mains un petit peu avec des petits mécanismes et des choses simples, des choses avec peut-être des poudres magnétiques pour pouvoir faire passer du sable juste par des polarités d'aimants, des choses comme ça. Et voilà, donc ça va être ouvert, je pense, dans les prochains mois, je dirais. Ouais, il y a vraiment plein d'idées à tester. Moi, j'ai oublié de parler de plein de trucs qui marchent aussi. On a joué avec des déchets en plastique, des différentes matières. Je me souviens que j'avais ce petit élément de Ceno qui marchait assez bien aussi, qui faisait un jeu de transparence. Enfin, en fait, tous les éléments toutes les matières qui sont transparentes, c'est des choses avec lesquelles on peut travailler, quoi. Le sac poubelle, la ficelle. Enfin, on a fait pendant le spectacle à un moment aussi des éléments plastiques, des pots de yaourt transparents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bidouilles en récupération qui marchent bien pour créer des visuels. Donc c'est vraiment selon l'imagination et les essais
que plein de choses peuvent être faites. Nous, c'est surtout la partie objet quoi, qu'on peut documenter. Après, la partie visuelle, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi à vous d'essayer plein de choses avec, quoi, de vraiment s'amuser à créer des trucs comme ça. Et en progressant tous ensemble et en se montrant des choses, voilà, tout le monde va faire sûrement des visuels de mieux en mieux et de plus en plus mapping, quoi. Ouais, du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter via Oye ou via nos profils personnels qui sont en lien. Et comme ça, on peut discuter de ça plus précisément au-delà du workshop. Et du coup, potentiellement échanger aussi sur des modalités, des tests que vous auriez fait ou vous avez déjà fait. On est très preneurs. Et voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup au Mapping Festival de nous avoir proposé de faire ça. On aurait souhaité le faire en présentiel, ça aurait été beaucoup plus sympa pour discuter directement de visuels avec vous, tester des choses. En tout cas, on se retrouve, j'espère, au printemps, comme c'est prévu, au Mapping Festival à Genève pour faire la version spectacle du projet, qui du coup s'appelle Art Lumen. Donc il y aura un petit lien vers le teaser du spectacle, c'est quelques extraits que vous avez pu voir pendant la vidéo. Donc on va faire sur la façade d'un bâtiment à Genève au printemps normalement cette version du spectacle. Merci à Prixel qui a composé la bande son du spectacle tirée de son album Sorcière. Merci La Part Belle qui est le premier producteur du projet en coproduction avec l'association Oye. Donc La Part Belle a accueilli le projet pour la première fois et nous a donné ce temps de résidence à Sarzeau. Oye a fourni le matériel, les locaux à Paris, etc., toutes les ressources pour mettre en place le prototype en tout cas. Et puis on se retrouve très vite en ligne avec la communauté pour échanger sur le projet, les idées que vous pouvez avoir et voilà, comment on peut construire ensemble d'autres systèmes, des alternatives de projection qui soient plus éco-responsables et qui permettent de faire de nouvelles choses et de belles choses tous ensemble. Voilà, bonne soirée, merci beaucoup de nous avoir suivis. Salut. Salut.